y a bien un équipage pirate qui se démarque par son intrigue et son côté badass, c'est bien celui qui s'oppose au chapeau de paille, j'ai nommé le terrible équipage de Barbe Noire. Teach incarne le parfait opposé de notre héros et les 10 commandants titanesques qui l'accompagnent sont tout aussi redoutables que nos Mugiwara. Il était donc indispensable de les inclure dans la vidéo des fruits du démon pour découvrir tous les détails sur leur puissance et le secret que pourrait recéler leur pouvoir. Ils sont au cœur du nouvel arc de One Piece et n'ont pas démérité face à l'ennemi, que ce soit sur Winner Island contre l'équipage des Hurt ou encore sur la ruche face à Garp. Aujourd'hui, la présence de Vanagur et Katarina Devon sur Egghead laisse présager que Teach prépare le pire pour son plan de conquête du monde. Mais avant d'atteindre leur but, il faudra dévoiler leur plein potentiel de leur pouvoir face à l'équipage de Luffy. C'est pourquoi on va tenter d'analyser les forces, les faiblesses et le futur éveil de 3 membres de cet équipage ainsi que le design de leurs fruits. Alors avant de plonger au cœur de cette grande vidéo, je tenais à vous dire que je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que comme certains le savent, j'ai quelques soucis de santé, c'est pourquoi vous voyez plus trop de vidéos sur la chaîne. Mais j'ai quand même voulu vous publier cette vidéo que j'avais préparée depuis quelques mois, car avec les événements du chapitre 1107, je trouvais que le sujet s'y prêtait parfaitement. Donc je vous remercie chaleureusement pour tous vos messages de soutien, et pour qu'on puisse fêter ce retour en grande pompe, je vous invite à laisser votre meilleur like, votre plus beau cœur en commentaire, et bien sûr vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. Je vous en remercie sincèrement, et on va pouvoir commencer. Débutons par le leader de la 10e escouade de l'équipage de Barbe Noire, j'ai nommé Jesus Borges et son fruit du démon, le Rikiriki no Mi. Ce fruit de type Paramecia confère à son utilisateur la capacité d'accroître considérablement sa puissance et ainsi acquérir une force surhumaine. Il nous en fera une brève démonstration durant son affrontement contre l'équipage de l'eau sur l'île de Winner Island, où il parviendra à soulever une montagne pour la projeter sur ses adversaires. À cette exception, nous n'avons jusque-là pas encore découvert toute l'étendue de son pouvoir. Dans One Piece, la notion de force revêt une importance considérable, qu'il s'agisse de personnages, d'habilités spéciales ou même d'objets mythiques. C'est le cas pour les braves guerriers d'Elbaf, réputés pour leur force titanesque. Malgré cela, ils ont été surpassés par Lin Lin qui, âgé de 5 ans, réussit l'exploit de soulever et terrasser à main nue un géant âgé de plus de 340 ans. Mais le plus célèbre dans ce registre est évidemment le légendaire Monkey D. Garp. Connu pour être une force de la nature, bien qu'il ne possède pourtant ni fruit du démon, ni sang de géant ou boucanier. Cet ancien héros de la marine a su à de nombreuses reprises déchaîner sa puissance à main nue, brisant le crâne indestructible de Chinjao, jusqu'à récemment détruire à la seule force de son poing une portion de l'île de la Ruche. Cette aptitude naturelle s'est vue renforcée grâce au acquis de l'armement, qui permet à l'utilisateur de décupler l'impact de ses attaques ou de créer une sorte d'armure invisible. Outre les fruits du démon et l'apprentissage du fluide, cette faculté peut également s'obtenir par le biais d'objets légendaires tels que l'eau des héros ou les pellules du Tamatebako qui peuvent considérablement accroître la puissance physique. Ainsi, comme vous pouvez le voir, les capacités augmentant la force ne sont pas si rares dans One Piece. Ça soulève même la question de la nécessité d'accepter une malédiction pour acquérir de telles aptitudes, quand d'autres peuvent les obtenir sans pactiser avec le démon des océans. Pourtant, c'est précisément cet argument qui rend le fruit de Burgess d'autant plus intéressant, car ça signifie que bien au contraire, il cache probablement des pouvoirs grandioses et insoupçonnés, ce qui suscite évidemment l'imagination quant à toutes les possibilités que ce fruit pourrait offrir. Générer une série d'attaques impressionnantes, enchaînant un torrent de coups puissants, donnant l'illusion d'une pluie de météorites dévastatrices. Soulever des géants sans effort, à l'instar de Lin Lin, ou même broyer les os de ses adversaires à main nue. Mais bien plus grand encore, si ce dernier venait à concentrer toute sa force dans un seul point, le summum de sa puissance pourrait très bien lui permettre d'enclencher un coup si intense et rapide qu'il en briserait le mur du son. À la différence de Garp, dont le combat se concentre principalement sur l'utilisation de ses poings, le fruit de la force ne serait pas nécessairement limité à la partie supérieure du corps. Le Rikiriki no Mi pourrait tout aussi bien s'étendre dans les jambes, ce qui lui offrirait des sauts prodigieux dans les airs, ou encore s'ancrer dans la mâchoire, devenant ainsi une arme redoutable pour broyer ses adversaires avec une puissance inouïe. Rappelant ainsi la faculté innée des hommes poissons, connus pour leur mâchoire incassable. Si nous voulons aller encore plus loin dans les capacités futures du fruit de la force, nous pourrions même imaginer les noms de certaines de ces attaques.
Elle pourrait s'inspirer de catcheurs renommés, de divinités titanesques comme Atlas ou du légendaire héros Hercule et ses 12 travaux que notre champion devra surmonter pour réveiller progressivement son fruit. En bref, le fruit du démon de Burgess souffle la voie à une multitude de capacités extraordinaires, mêlant puissance brute et stratégie innovante pour parvenir à le distinguer de la force innée d'un géant ou d'un artefact comme l'eau des héros. Bien que le Rikiriki no Mi semble exceptionnel, il présente néanmoins de nombreuses faiblesses face à d'autres fruits du démon. Outre celles inhérentes comme l'eau, l'un des problèmes majeurs va se porter sur son adversaire. De par l'existence du Haki de l'armement, le Rikiriki no Mi perdra inévitablement de son efficacité en raison de la résistance accrue que procure ce fluide. Puisque cette armure invisible permet d'être l'un des rares moyens de toucher les utilisateurs de fruits du démon et de contrer leurs attaques. Burgess devra ainsi déployer une force bien plus grande que d'accoutumée. Il en va de même pour les épices dont les lames noires sont décrites comme quasi indestructibles. Un adversaire comme Mihoku Zoro causera beaucoup plus de difficultés aux fruits de Burgess qu'un utilisateur d'acquis de l'observation ou un simple détenteur de fruits du démon. Mais la principale faiblesse de ce fruit réside surtout dans les effets à long terme qui affecteraient directement son utilisateur. L'usage de certaines techniques de l'OPOP no Mi par l'eau ou le gear de Luffy a démontré à plusieurs reprises une perte d'espérance de vie conséquente. Il est alors très probable qu'un fruit axé sur la puissance physique de son utilisateur fasse lui aussi partie de ces rares exceptions et aura par conséquent des répercussions à long terme. Plus vous portez de poids, plus le corps s'épuise et vous aurez besoin d'un certain temps de récupération. Mais une prise de masse musculaire aussi soudaine et importante pourrait également toucher votre espérance de vie au vu de l'énergie demandée au corps. C'est d'ailleurs un cas courant chez certains bodybuilders dont leur durée de vie se voit réduite en raison de problèmes cardiaques dus à un entraînement abusif et intensif. L'utilisation à répétition du fruit de Burgess aurait ainsi inévitablement des effets immédiats sur son corps. Ses muscles se contractant de manière importante pourraient avoir pour conséquence une perte de motricité, ce qui entraînerait une diminution de l'équilibre, de la flexibilité et de l'endurance, affectant à long terme sa santé et son autonomie physique. Et dans un manga, il est bien connu que les personnages usant d'un pouvoir basé sur la force finissent par en perdre la raison, jusqu'à devenir immensément allant même jusqu'à exploser. C'est pour cette raison que la faiblesse majeure d'un tel fruit réside avant tout dans la façon dont il est utilisé. Bien que l'éveil semble encore flou dans One Piece, l'arc Wano nous a tout de même offert une meilleure compréhension du fonctionnement de cette capacité. Le Gomu Gomu no Mi, dont la vraie identité est le Zoan mythique Hito Hito no Mi modèle Nika, a dévoilé la forme du dieu soleil lors de son éveil, puisqu'en tant que Zoan, l'éveil de cette catégorie permet à la nature innée de l'animal de consumer son utilisateur. Par conséquent, Luffy a développé et amplifié les caractéristiques du vrai Nika, à savoir une totale liberté et fantaisie quand il se bat. Du côté du OPOP no Mi, l'éveil de ce fruit permet à l'eau de se détacher de sa room et donc de l'étendre le long de sa lame et ainsi lui conférer des attributs surpuissants ou d'emprisonner son ennemi à l'intérieur. De ce fait, on peut avoir une idée bien plus précise aujourd'hui de ce pouvoir pour envisager celui du fruit de la force. Si son éveil implique une interaction avec l'environnement, Burgess serait tout à fait capable de transmettre sa force à ses coéquipiers, les dotant soudainement de masse musculaire et ainsi augmenter leur puissance physique. On pourrait aussi envisager que son éveil se limite à une zone spécifique où il se trouve, transformant une pièce en une chambre de force à l'image de la salle du temps dans Dragon Ball Z. Cependant, le défi réside dans le fait que ça pourrait également affecter l'ennemi qui lui fait face, augmentant aussi sa puissance. Enfin, l'éveil pourrait aussi affecter directement son utilisateur, lui offrant la possibilité d'amplifier, de manipuler et d'accroître les fibres musculaires à l'intérieur et à l'extérieur de son corps, lui garantissant ainsi une force, une vitesse et une durabilité immenses, le rendant quasi invincible. Il pourrait ainsi acheminer une technique similaire à celle de Nika face à Kaido lorsqu'il gonfle ses muscles et le fait tournoyer dans les airs, ce qui en ferait sa signature. Poussé à l'extrême, ses capacités pourraient non seulement lui permettre de soulever des montagnes, mais également des îles entières, façonnant ainsi un nouveau pays à la manière du légendaire Oz. En partant de cette idée, le QG de Barbe Noire, la Ruche, acquerrait l'allure d'un véritable empire, défiant le gouvernement et semant la terreur.
Et c'est précisément l'ampleur d'une telle création qui permettrait à Burgess de concrétiser le rêve de son capitaine qu'il soumettait au Gorosei. Une place à la rêverie, faisant de Barbe Noire un allié de choix. L'éveil du fruit de la force a donc bien des capacités exceptionnelles qui se verraient très utiles aussi bien dans un combat au corps à corps que dans d'autres spécificités. À présent que nous avons exploré les forces, faiblesses et éveils de ce fruit, il est à présent temps d'imaginer à quoi pourrait ressembler le Rikiriki no Mi. Je lui ai donc tout simplement donné la forme d'un muscle en m'inspirant d'une échalote. Oui, je trouve que cet aliment ressemble beaucoup à un muscle et permet de rester dans la thématique alimentaire des fruits du démon. Quant à la tige, je lui ai donné le design d'un altère pour correspondre davantage aux fruits de la force. Enfin, pour les couleurs, j'ai choisi du vert pour la tige et un rose rougeâtre pour donner un aspect réaliste aux muscles. Et voici le résultat final du Rikiriki no Mi de Jesus Burgess. Après Burgess, c'est au tour du médecin de l'équipage de faire son entrée. Et quel meilleur fruit aurions-nous pu offrir à Dokyu que celui du Shikushiku no Mi, alias le fruit de la maladie. Si jusque-là nous avions pu découvrir des fruits du démon aux propriétés curatives, comme l'Ope-Ope no Mi de l'eau qui lui permit de guérir du saturnisme, ou encore le Shiyu-Shiyu no Mi de Mancheri dont les larmes avaient le pouvoir de soigner les gens autour d'elle, le Paramecia de Dokyu lui en est le parfait opposé, car il ne permet pas de délivrer des anticorps, mais bien au contraire de propager la maladie autour de lui. Bien qu'il ait été révélé tardivement dans l'œuvre, il est difficile de déterminer si Dokyu a récemment acquis ce fruit ou s'il le possédait depuis sa première apparition à Jaya. C'est une question légitime qui se pose au vu de son apparence et son état de santé invalidant, le menant à déambuler et cracher du sang. En tout cas, la seule véritable manifestation de ce fruit nous a été faite qu'au chapitre 1063. C'est à nouveau face à l'équipage des Hearth que Dokyu utilisa pour la première fois son fruit qui lui permit d'infecter brièvement ses ennemis et de les transformer en femmes. Un pouvoir qui n'est pas sans rappeler le fruit d'Ivankov et sa capacité de changer le genre d'une personne. À la seule exception qu'ici, les effets du fruit des hormones semblent permanents, contrairement à ceux de Dokyu, dont l'attaque s'est vue annulée par l'eau grâce à son puissant haki. Néanmoins, cette vulnérabilité n'atténue en rien le potentiel du Shikushiku no Mi et de nombreuses capacités extraordinaires restent à explorer. La maladie est un thème vaste et représente l'un des fléaux majeurs de ce monde. Même si des forces de la nature ont été dotées de pouvoirs considérables, comme les utilisateurs de Logia ou des capacités inédites comme le haki des rois, il est indéniable que la maladie a eu le dessus face à ces hommes. Barbe Blanche et son Gura no Mi se sont affaiblis avec le temps, pas seulement à cause de l'âge ou de ses puissants adversaires comme Barbe Noire, mais bien à cause de la maladie. Celle-ci a contribué à sa diminution de puissance, impactant significativement sa capacité à se battre. Hiruru, quant à lui, et malgré ses années de recherche aux côtés de Kurea, n'a pas réussi à trouver le panacée qu'il recherchait, tant pour sa guérison que pour celle de toutes les maladies du monde. Mais le meilleur exemple reste celui du plus éminent personnage que cette mère reconnue, le roi des pirates, Goldie Roger. Malgré sa réputation de démon invaincu, la maladie contractée au cours de ses voyages a finalement eu raison de lui, le poussant à se livrer de lui-même à la marine. Et même les plus grands médecins de ce monde, comme Crocus, n'ont pas réussi à le guérir. Cependant, cette réalité nous a été d'autant plus démontrée au cours de l'aventure de Luffy. Bien qu'il soit le héros qui a triomphé de nombreux ennemis titanesques, il s'est toujours retrouvé impuissant face à la maladie. Sans l'intervention de Chopper, Ivankov, Robin ou même Reiju, Luffy aurait inéluctablement succombé. Même si avec le temps, son corps a su créer un antidote contre le poison, il n'en reste pas moins vulnérable. C'est pourquoi la maladie est à mes yeux l'un des fruits les plus cheatés de l'œuvre si son utilisateur parvient à l'exploiter correctement. Dans notre monde, la maladie constitue la première cause de mortalité toute génération confondue, ayant le potentiel de se transformer en une pandémie mortelle capable de détruire des nations entières. L'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire fut la peste noire, également connue sous le nom de Black Death, qui aurait causé près de 200 millions de morts. Comme une référence à son capitaine, Blackbird, Dokyu pourrait ainsi décimer entièrement tout un pays à l'aide de ce fruit, mais également s'immiscer dans les combats de ses coéquipiers en déployant cette capacité sur tous ses ennemis, comme a pu le faire Queen sur Wano Kuni. À la différence que le fruit de la maladie ne se résume pas simplement à un virus ou un poison, car la maladie est bien plus large dans son ensemble. Ainsi, Dokyu pourrait localiser les capacités de son fruit aussi bien sur lui-même en le rendant toxique
toxique et contagieux que sur ses adversaires en visant les organes vitaux pour provoquer toutes sortes de symptômes invalidants tels que l'arrêt cardiaque, la paralysie, les douleurs articulaires et cérébrales, entraînant la perte de mémoire, d'équilibre, voire même l'hypocondrie. Étant donné que le corps humain dispose de 5 sens, la suppression de l'ouïe ou de la vue pourrait complètement désorienter son adversaire. Et si l'on souhaite rester sur des choses plus ordinaires, même de simples pathologies courantes comme des allergies ou un petit mal de bidou deviendraient extrêmement handicapantes comme nous l'a prouvé le fruit de Magellan. Sous une autre forme, Doku pourrait également contaminer l'air ambiant, affectant toutes les personnes respirant ces particules. Une capacité d'ailleurs déjà exploitée par Oda dans le passé, comme avec Don Krieg sur le Bharati, ou Jack et son gaz toxique qui a décimé la tribu des Minks. Dans un tel cas de figure, seul Brook qui ne possède pas de nez ou le port d'un masque pourrait venir contrer cette capacité. Enfin, si jusque-là le fruit de Doku a pu nous offrir un florilège d'épidémies, il n'en reste pas moins qu'il puisse également agir de manière inversée, et ainsi non pas contaminer, mais bien soigner les maladies, puisque les vaccins sont composés de fragments de microbes appelés antigènes vaccinaux, qui sont issus de bactéries ou de virus. En bref, la maladie est tellement vaste qu'il m'est impossible de répertorier toutes ses facettes dans cette simple vidéo. C'est pourquoi le Shikushiku-no-Mi est l'un des fruits les plus vastes et immenses en termes de capacité. Reste à savoir jusqu'où son pouvoir s'étend et se limite. Le Shikushiku-no-Mi semble donc être un fruit aux capacités illimitées et c'est justement cette force qui va lui créer ses propres faiblesses. Au-delà de celles dites naturelles telles que l'élément de l'eau, on peut désormais compter les utilisateurs de hacks puissants qui peuvent venir contrer les techniques d'un fruit du démon. Cela a d'ailleurs été clairement démontré sur l'île de Winter Island où même si Doku a été en mesure d'atteindre l'équipage des Hurt, le Shikushiku-no-Mi n'a pas été épargné par la puissance du haki redoutable de l'eau qui a immédiatement annuler cette capacité. Mais au-delà de ces vulnérabilités communes à la plupart des fruits du démon, celles qui vont nous intéresser sont les faiblesses dites innées de ce fruit. C'est-à-dire que c'est l'utilisation même de ce fruit qui va créer des faiblesses chez son utilisateur. Car oui, s'il y a bien une chose qu'Oda aime faire chez les puissants détenteurs de fruits du démon, c'est de les allouer d'un contre-coup. Comme on l'a vu précédemment, cet effet se retrouve chez de nombreux utilisateurs comme Law et Sarum ou Luffy et son Gear Second. Mais le meilleur exemple reste tout de même Marshall D. Teach et son Yami Yami no Mi. Ce fruit étant si puissant qu'Oda a révélé avoir été contraint de lui rajouter des faiblesses, sinon ce dernier aurait été quasi invulnérable. C'est pourquoi, tout comme son capitaine, Doku doit lui aussi avoir des faiblesses directement liées à l'utilisation de son fruit du démon. Si jusque-là nous avons pu imaginer toutes sortes de maladies touchant ses adversaires, la faiblesse du Shikushiku-no-Mi pourrait s'avérer contre-productif en s'attaquant à son propre utilisateur. Plus il utilise ce type de technique, plus son corps s'affaiblit et devient susceptible de contracter à son tour ces maladies, voire même de développer une maladie auto-immune, le conduisant à attaquer son propre corps. Ce qui pourrait d'ailleurs me expliquer l'état de santé actuel de Doku, où dès son introduction, on pouvait le voir cracher du sang et être dans un état cadavérique. Mais si la faiblesse du Shikushiku-no-Mi peut être due à sa propre utilisation, l'adversaire qui lui fera face peut également devenir un danger. Comme on l'a vu avec le fruit de Magellan, bien qu'il ait été extrêmement puissant et redoutable face à Luffy, cela lui a permis de gagner avec le temps une certaine immunité au poison. De ce fait, si l'adversaire de Doku venait à posséder une immunité à la maladie par le biais d'un fruit du démon comme celui de l'eau, qui a pu guérir du saturnisme ou Raiju, qui détient une immunité au poison, alors le Shikushiku-no-Mi n'aurait aucune influence sur lui, à l'image de Luffy face à Ener, qui, de par son corps caoutchouteux, annulait les pouvoirs de la foudre. Et quel meilleur protagoniste que Brook, cet homme qui a défié la mort en ressuscitant et qui a vu tout son équipage succomber d'une maladie pour affronter Doku. De diable qui se ferait face pour déterminer qui peut prétendre au titre de dieu de la mort. Brook n'ayant aucun organe vital, la maladie ne pourrait ainsi pas l'atteindre. Il n'a ni chair ni cerveau, ni même un bras de matière organique pour que la maladie puisse agir. Néanmoins, la seule véritable vulnérabilité de notre Mugiwara réside tout de même dans ses os, et dont Doku pourrait potentiellement exploiter cette faiblesse en provoquant une hypocalcémie, entraînant la fragilisation des os de Brook et l'empêchant ainsi de combattre. Ce qui nous mène au protagoniste capable de succéder au roi de la Soul pour venir à bout de Doku, un adversaire en mesure de créer des antidotes pour se prémunir de ces épidémies. Et naturellement, le choix s'est porté sur Chopper, qui nous l'a d'ailleurs parfaitement illustré lors de son affrontement face à Hogback ou même Queen et sa pandémie. Comme vous
vous vous en doutez, il est quasi certain que l'équipage de Teach aura une confrontation avec les Mugiwara lors de cette grande bataille finale. Au-delà du titre de roi des pirates, c'est également la concrétisation de chacun des rêves des membres de l'équipage qui prendrait vie. Et celui de Chopper se trouve justement être le panacée, le remède à toutes les maladies. Affronter Doc Q pourrait ainsi offrir à notre reine au nez bleu l'opportunité de découvrir ce sérum sacré, devenant ainsi la plus grande faiblesse du fruit du Shiku Shiku no Mi, car aucune de ses attaques ou techniques ne parviendrait à atteindre son adversaire. Et pour symboliser ce grand événement, il se pourrait qu'Oda choisisse de baptiser l'ultime attaque de Doc Q du nom d'Asclepios, le dieu de la médecine grecque. Ce dieu qui avait justement pour fille Panacée, faisant ainsi grand lien au rêve de Chopper et qui lui permettra de découvrir le chaînon manquant à son ultime antidote. Comme on l'a vu, le fruit de la maladie est aussi vaste dans ses points forts que ses points faibles. Malgré tout, il reste un paramécia puissant dont l'éveil pourrait s'avérer extrêmement dangereux pour l'avenir. Et c'est pourquoi on va tenter d'imaginer ce que le Shiku Shiku no Mi aurait à nous offrir si ce dernier venait à atteindre l'éveil ultime. Si jusque-là on a pu envisager ses capacités potentielles face à un seul adversaire, l'éveil, lui, élargirait son influence à l'ensemble de l'environnement. Propager la maladie dans un pays tout entier pourrait être la forme ultime de son fruit du démon. Si déjà il était difficile de créer un antidote face à la pandémie de Queen, imaginez si cette pandémie s'étendait quasiment instantanément à travers toute l'île. Pire encore, la maladie étant vaste, il pourrait y développer plusieurs et différentes maladies qui se combineraient, créant ainsi d'autres virus impossibles à éradiquer par le biais d'un simple antidote. Le fruit de Doc Q serait alors une véritable boîte de Pandore ouverte, où tous les maux de la Terre seraient libérés, donnant peut-être même ce nom à son éveil. A contrario, il pourrait agir de façon bénéfique pour ses alliés, en leur permettant de booster leur système immunitaire et obtenir une régénération plus rapide, ou bien faire d'eux des agents pathogènes pour propager la maladie. Là où l'eau étant sa capacité room à son épée, Doc Q, lui, diffuserait sa maladie au travers ses coéquipiers en faisant d'eux des réceptacles immunisés et contaminant leur adversaire. En somme, l'éveil du Shiku Shiku no Mi peut aussi bien être offensif que défensif dans son utilisation. Et c'est pourquoi ce fruit est l'un des plus redoutables parmi l'équipage de Barbe Noire. Et il est à présent temps d'imaginer la forme du fruit de Doc Q. Bien que la maladie ne soit pas un objet, je pense quand même avoir réussi à lui donner un design assez reconnaissable et effrayant. Sa forme principale a donc été inspirée d'une bactérie sur laquelle j'ai dessiné plusieurs tiges, lui donnant l'aspect d'un vilain virus, ou tout du moins d'une patate germée. Au niveau des couleurs, il fallait vraiment donner cette impression de moisie et de maladie. C'est pourquoi j'ai opté pour un vert bleuté, auquel j'ai ajouté des touches de violine pour rappeler le côté morbide du fruit. Et voici le résultat final du Shiku Shiku no Mi de Doc Q. Après avoir étudié les fruits de la force et de la maladie, il est à présent temps de conclure cette vidéo avec l'un des fruits les plus rares de cet équipage. J'ai nommé le Inu Inu no Mi modèle Kyuubi no Kitsune, détenu par Katarina Devon. Il est le premier Zoan à apparaître parmi l'équipage de Barbe Noire et compte parmi les 10 premiers Zoan mythiques révélés dans l'œuvre, ce qui en fait d'ores et déjà un fruit unique et puissant parmi les 10 capitaines titanesques. Plus qu'un fruit, il semble également destiné depuis le départ au personnage de Devon, puisque dans le databook Green, Oda dévoilait les premières esquisses la montrant totalement différente, dans une tenue proche des Kunoichi de Wano Kuni, aux oreilles de renard et portant le nom de Kitsune. C'est pourquoi vous allez voir à quel point le fruit de Katarina pourrait renverser le jeu dans One Piece et que son pouvoir est une idée ancrée dans l'esprit d'Oda depuis le début. Si jusqu'ici nous avons étudié des fruits du type Paramecia, les Zoan mythiques diffèrent sur bien des points. Certains d'entre eux peuvent fusionner la puissance d'un Zoan avec des capacités spécifiques associées au type Logia et Paramecia. C'est le cas par exemple du fruit de Marco qui parvient à être intangible face aux attaques physiques sans recourir au Haki, une caractéristique normalement réservée aux utilisateurs de Logia. Autre exemple, Luffy et son Ito Ito no Mi modèle Nika qui parvient à manipuler le caoutchouc, laissant penser qu'il s'agissait d'un fruit de type Paramecia. C'est pourquoi le fruit de Katarina Devon pourrait démontrer des capacités fascinantes à l'avenir.
Ce fruit du canidé confère à son utilisateur la capacité de prendre l'apparence d'un renard à 9 queues, une créature légendaire inscrite dans les cultures asiatiques. Nous avons pu en voir un bref aperçu sur l'île de la Ruche lors de l'arrivée de Moria. Le fruit du kitsune a permis à Katarina de prendre l'apparence d'Absalom, mais cela reste à ce jour la seule démonstration de son pouvoir. C'est pourquoi étudier la légende du kitsune pourrait nous permettre d'imaginer toutes les facettes que pourrait revêtir ce fruit. Selon ce mythe, cette créature fantastique, réputée pour sa ruse, peut manipuler les humains et façonner leur destin grâce à des pouvoirs magiques et surnaturels exceptionnels. Le kitsune peut prendre possession des esprits et des rêves, devenir invisible, créer des illusions et même générer des éléments tels que la foudre ou le feu, prenant alors le nom de Kitsunebi. Katarina aurait ainsi des capacités généralement attribué à un paramecia, tel le fruit du Manemanenomi, qui permet de prendre l'apparence d'une personne, ou celui de l'invisibilité d'Absalom, aujourd'hui détenu par Shiryu. Concernant son pouvoir de l'illusion, Devon pourrait produire des mirages, comme le ferait le mirage tempo de Nami face à Khalifa. De ce fait, ce Zoan mythique maîtriserait des pouvoirs élémentaires similaires à un Logia, comme le faisait le Uowonomi de Kaido, qui lui permettait de générer l'élément du feu à travers son Borobresse, ou celui de l'air avec son Tatsumaki Kaifu. Toujours dans la thématique de transformation, le kitsune est réputé pour se métamorphoser en une belle femme pour séduire les hommes. On l'associe également à des caractéristiques similaires aux vampires ou aux succubes qui se nourrissent de la vie ou de l'esprit des êtres humains. Katarina Devon pourrait donc être un adversaire redoutable pour Sanji, d'autant si cette dernière venait à prendre le premier design officiel et séduisant que souhaitait lui donner Oda. On l'a vu tout au long de l'œuvre, l'auteur apprécie grandement torturer notre cuistot. Viola, Khalifa et même Bon Clay sous l'apparence de Nami ont donné du fil à retordre à Sanji jusqu'à refuser de combattre face à Black Maria. Si à Wano Kuni il a trouvé Nico Robin pour le remplacer, cette fois le scénario pourrait se reproduire avec l'un des Mugiwara, un adversaire pour Katarina que je n'avais pourtant pas soupçonné. Notre cher Chopper. Oui, encore une fois. En effet, la légende raconte que le Tanuki, cette petite bête souvent confondue avec notre reine au nez bleu, serait le grand rival du Kitsune. Enfin, dans certains récits, il est raconté que le Kitsune est capable de tordre l'espace-temps, de rendre les gens fous ou prendre des formes fantastiques comme celle d'un arbre d'une hauteur incroyable ou d'une seconde lune dans le ciel. Cette notion de lune rappelle beaucoup le surnom de Katarina, la chasseresse de lune. Peut-être son éveil serait-il lié à cet astre nocturne, à l'image des Minx, lui permettant alors d'obtenir une puissance phénoménale, la plongeant ainsi dans une folie meurtrière. Mais bien que la légende du Kitsune possède une pléthore de pouvoirs remarquables, les Zoan mythiques ont également une particularité des plus folles, celle de revêtir 3 formes distinctes, leur permettant ainsi d'adapter leur corps au combat. La première, la forme humaine. C'est celle que l'on connaît le mieux, mais que les utilisateurs de fruits du démon utilisent le moins. C'est probablement sous cette forme que Katarina Devon a le plus de facilité pour voler l'apparence de ses victimes. Elle pourrait également utiliser son épée, comme le fait Kaido avec son kanabo, l'utilisant avec les capacités du kitsune telles que l'appropriation des esprits et des rêves, devenir invisible ou créer des illusions à défaut de prendre une autre apparence. La seconde, la forme animale. Si habituellement mes attentes se portent sur la forme hybride des Zoan mythiques, cette apparence est pourtant celle qui m'a le plus intriguée chez le fruit de Katarina. Car quand j'entends Kyuubi, je ne peux m'empêcher de voir celle de Kurama dans Naruto. Et pour ceux qui ont eu la chance de découvrir cette œuvre, vous savez à quel point il était un monstre de puissance. Reste à savoir si le Kyuubi de One Piece sera doté de la même puissance et de quelle manière Oda souhaitera adapter son design pour Katarina Devon. Sera-t-elle en mesure de se transformer en un gigantesque renard à 9 queues, à l'image de Kaido capable de créer des immenses boules de feu, ou fera-t-elle simplement la taille d'Onimaru qui, à l'inverse, rétrécit sous sa forme animale? C'est donc sous cette forme que le fruit du Kitsune pourrait déployer la puissance des éléments tels que le feu ou la foudre, comme le raconte sa légende. Ce qui nous mène à la toute dernière forme de ce fruit mythique, l'hybride. Elle est la toute première forme à nous avoir été révélée et c'est par elle que ce fruit semble conférer la capacité à son utilisateur de prendre l'apparence d'une personne. Cependant, nous ignorons encore tout de son pouvoir.
Est-elle capable de reproduire également les attaques de ses adversaires? Peut-elle seulement prendre l'apparence des gens morts, récupérant ainsi le corps? Ou peut-elle prendre l'apparence de n'importe quel être vivant, comme le ferait le Manemane no Mi de Bankley? Grâce au chapitre 1107, nous pouvons déjà répondre à l'une de ces questions, puisque sur l'île d'Egghead, Katarina a touché Saturne de sa main droite, suggérant qu'elle pourrait potentiellement adopter son apparence à l'avenir. Elle ne semble donc pas avoir besoin de tuer pour activer le pouvoir de son fruit. Cependant, ce que l'on ignore encore, c'est si elle peut également reproduire les souvenirs et la personnalité de ses victimes. Ce détail a toute son importance, d'autant si elle a volé l'identité de G. Garcia, car il est évident que si son pouvoir ne se limite qu'à la transformation physique, Katarina ne pourra pas leurrer longtemps les autres membres du Gorosei. Il est donc indispensable que son fruit copie intégralement la personnalité de ses cibles pour garantir une infiltration réussie. Sans compter l'immense pouvoir qu'elle pourrait obtenir des séraphins, puisque Saturne et le reste du Gorosei sont ceux ayant la plus haute autorité de contrôle sur eux. Et si tel est le cas, alors le pouvoir du Kitsune pourrait être tout simplement l'un des fruits du démon les plus redoutables de l'œuvre. Bon, le fruit du Kitsune semble bel et bien incroyable, d'autant si Oda respecte à la lettre les pouvoirs cités dans la légende. Mais qu'en est-il de ses points faibles? Outre l'eau, faiblesse naturelle des fruits du démon, le Kyuubi no Kitsune présente une vulnérabilité étonnante. Ce n'est ni un élément, ni un pouvoir extraordinaire, mais bien une vraie fragilité lorsqu'il se trouve au contact des chiens. Dès lors où il est sous forme humaine, le Kitsune ressent une peur bleue et une haine viscérale pour cet animal. Il en devient si perturbé qu'il revêt son apparence de renard et prend la fuite. Or, c'est justement sous cette forme animale qu'un autre point faible se dévoile. Bien qu'ils puissent dissimuler leurs multiples queues aux humains, il se fie d'un miroir, d'une flaque d'eau ou d'une ombre pour révéler leur véritable nature. Enfin, le dernier point faible du Kitsune inscrit dans les mythes est assez étrange, mais plutôt intéressant, puisqu'il est dit que les Kitsune ne peuvent pas parfaitement parler comme des humains. La prononciation de Moshi Moshi est d'ailleurs particulièrement difficile pour eux. Étant donné que les Japonais utilisent cette expression pour dire « allô », il serait intéressant qu'Oda intègre ce détail. On pourrait imaginer Saturne avec son escargophone, et au moment de décrocher, il aurait du mal à prononcer Moshi Moshi, ce qui révélerait qu'il s'agirait de Katarina Devon. En bref, comme vous pouvez le voir, les faiblesses du Kitsune au travers les mythes sont nombreuses. Et bien que ce fruit semble très puissant, sa capacité principale de dissimulation et de tromperie reste pourtant sa plus grande faiblesse. À présent que nous avons entrevu les différentes forces et faiblesses de ce fruit, il est temps d'imaginer l'éveil exceptionnel que pourrait obtenir Devon. Si l'éveil était au départ considéré comme rare, Oda semble avoir développé davantage ce concept depuis le Nouveau Monde. Et c'est pourquoi nous pourrions parfaitement envisager l'éveil d'un tel fruit mythique. Si la capacité principale du Kitsune réside dans la métamorphose, dupliquer l'apparence de ses adversaires, alors peut-on dire que l'éveil consistera justement à reproduire les attaques au même niveau que l'utilisateur original, ou même à adopter leur personnalité et souvenirs, comme je le disais pour Saturne par exemple. Ce pouvoir serait tout bonnement exceptionnel, voire quasiment ultra cheaté. Si Barbe Noire est célèbre par sa particularité d'avoir mangé 2 fruits du démon, ici Devon n'aurait alors même pas besoin de recourir à stratagème, mais seulement à éveiller son fruit. En prenant l'apparence de son ennemi, Devon aurait également la capacité de dupliquer ses pouvoirs s'il s'avérait être un utilisateur de fruits du démon. Mais pire encore, elle pourrait même copier les souvenirs de cette personne. Bien qu'au départ je trouvais cette idée impossible, je dois admettre que le fait que Barbe Noire ait récemment capturé Pudding ajoute un argument en faveur de cette possibilité d'éveil. Il se doit aujourd'hui, et plus que jamais, d'être dans la course au One Piece face à Luffy. Ce dernier n'ayant plus qu'une seule pierre rouge à trouver, Teach semble en mauvaise posture. Or si l'éveil de Katarina consiste à copier le pouvoir de son ennemi, alors elle pourrait parfaitement acquérir le 3e œil de Pudding pour tenter de l'activer grâce aux connaissances de son capitaine. Enfin, le dernier argument à ajouter à cette hypothèse est, comme expliqué précédemment, l'apparence de Saturne. En s'appropriant sa personnalité, elle pourrait aisément tromper le reste du Gorosei et ainsi réaliser l'un des souhaits de son capitaine, infiltrer la rêverie. Mais bon, bien que ça semble extraordinaire, je pense que si Oda décidait d'aller dans cette direction, le jeu serait totalement biaisé. C'est pourquoi j'ai quand même voulu explorer une autre idée, un autre éveil qui risque de vous surprendre. Ici, ce n'est pas tant sur le futur éveil que l'on va s'attarder, mais sur celui du précédent utilisateur.
Bien que Katarina puisse éventuellement en obtenir un, la légende du kitsune semble bien dire que son fruit a déjà été éveillé par le passé. En effet, selon la mythologie japonaise, un renard vivant plus de 100 ans se voit offrir une queue supplémentaire. Dès lors qu'il en obtient 9, cela signifie qu'il a atteint l'âge de 800 à 900 ans, prenant désormais le nom de Kyubi no Kitsune, soit le nom précis du fruit de Katarina, ce qui symbolise que ce fruit est déjà à son statut ultime et éveillé. Il est donc intéressant de se demander si, à l'origine, ce fruit n'était pas un fruit de type Zoan durant le siècle oublié. Après avoir erré dans les mains de différents utilisateurs et arrivé 800 ans plus tard dans celle de Katarina Devon, le fruit serait ainsi devenu le fruit mythique du Kyubi no Kitsune. Nous arrivons enfin à la toute dernière partie de cette vidéo qui, j'espère, vous plaît jusque-là. On arrive donc au design du fruit du kitsune. Et je dois dire que parmi tous les fruits que j'ai dessinés, il fait partie clairement de mes préférés. Pour la forme, ça a été très compliqué de la choisir, mais j'ai finalement opté pour celle du symbole de Konoha dans Naruto, en hommage à cette œuvre que j'aime tant et dont le centre dessine une spirale parfaite pour les fruits du démon. Il est entouré de feuilles ébouriffées qui symbolise les 9 queues de Kyubi. Tandis que pour les couleurs, j'ai opté pour un intérieur noir et un extérieur orange qui reflètent le pelage du renard et dont ces deux tons incarnent parfaitement le feu de cet animal légendaire. Et voici le résultat final du Inu Inu no Mi, modèle Kyubi no Kitsune de Katarina Devon. Et voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel a été votre fruit préféré parmi les 3 membres de l'équipage de Barbe Noire et choisir avec le hashtag FDD6 quel fruit vous voudriez voir pour le prochain volume. Sur ce, nous on se quitte avec l'illustration de ces 3 fruits. Si vous avez aimé comme toujours, pensez bien à laisser un petit like pour récompenser mon travail. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine et un bon week-end. Et comme toujours, prenez bien soin de vous.